ORF Sound. Im Gespräch. Herzlich willkommen, heißt sie Birgit Dahlheimer. Mit der Faszination für die unendlichen Weiten des Alls beginnen wir heute die diesjährigen Sommerreprisen von Im Gespräch. Vor 30 Jahren ist es dem damals jungen Schweizer Didier Queloz als erstem gelungen, einen Planeten außerhalb unseres Sonnensystems nachzuweisen. Das war eine Revolution, für die der Astrophysiker 2019 den Nobelpreis erhalten hat. 2012 hat Didier Queloz die erste Weltraummission der Schweiz in Zusammenarbeit mit der Europäischen Raumfahrtagentur ESA initiiert, die Cheops-Mission. An dieser arbeitet auch ein österreichisches Forschungsinstitut mit und so war Didier Queloz im Herbst 2025 zu Gast in Graz. Dort habe ich ihn damals zum Gespräch getroffen. Über ferne Planeten, über die Leiden junger Physiker, über die fragliche Sinnhaftigkeit der Suche nach dem Planeten B und über die Möglichkeit von Leben im All. Hören Sie nun Birgit Dahlheimer im Gespräch mit dem Astrophysiker und Nobelpreisträger Didier Queloz. Didier Queloz, bienvenue au studio régional de Styrie. Un plaisir que vous preniez le temps de cet entretien. Commençons par l'objet principal de votre voyage ici. Vous êtes à Graz, à l'invitation de l'Institut de la recherche spatiale de l'Académie des sciences autrichiennes, entre autres, pour discuter de la mission Cheops de l'ESA, de l'Agence européenne spatiale. Cheops, un nom que vous n'associez probablement pas, comme la plupart des gens, avec une des célèbres pyramides du Caire, mais à une mission de l'Agence spatiale. Là, Cheops est l'abréviation de Characterizing Exoplanet Satellite. Cheops est donc un télescope spatial que l'ESA, comment est-ce qu'on dit en français? Agence. Tout le monde dit ESA. Ouais. D'accord. ESA. Ok. C'est donc un télescope spécial de l'ESA, mis en orbite autour de la Terre en 2019, comme si l'agence européenne, c'est à notre nom, à nous tous. Pourquoi faire? Alors d'abord, merci pour l'invitation. C'est très agréable. Cheops a un fonctionnement qui est relativement simple. C'est un télescope, et derrière le télescope, on va mesurer la lumière des étoiles. C'est vraiment ce que fait Cheops. Alors, il est dans l'espace, donc il le fait très très bien, avec une très grande précision. Alors, pourquoi on a besoin d'une grande précision? Parce que Cheops va observer des étoiles avec des planètes. Et ces planètes ont une caractéristique particulière, elles sont ce qu'on appelle un transit. Donc, Cheops est un télescope qui observe des planètes autour d'autres étoiles en transit. Alors, ce qui va se passer, c'est quand on a une planète qui passe devant son étoile, elle va, pendant un petit moment, elle va diminuer la quantité de lumière que l'on va recevoir de l'étoile. Et c'est là que la précision est très importante, parce que l'effet d'une planète pendant son transit est très petit, et ils font des détecteurs très sensibles pour mesurer cette petite différence. Alors, avec cette différence de lumière que l'on observe, on va déterminer la taille de la planète. Et ça, c'est l'outil particulier de Cheops. Donc, il va caractériser, mesurer la taille de cette planète. Alors, beaucoup de planètes en transit que l'on mesure avec Cheops, on les connaît déjà. Mais on les connaît de manière imprécise. Donc, on n'arrive pas vraiment à déterminer la nature exacte de cette planète. Parce que ce qu'il faut bien réaliser, c'est que si vous voulez connaître, par exemple, la structure d'une planète, il faut être capable d'avoir sa masse et sa taille, et de manière très précise. Donc, Cheops va pouvoir mesurer plusieurs planètes situées un peu partout dans le ciel, et va être très efficace parce que il connaît en avance quand le transit va arriver. Donc, il va devoir être agile et pouvoir pointer une étoile pendant un jour, puis l'autre jour, il va pointer une autre étoile, etc. Donc, il va pointer plusieurs étoiles, plus ou moins longtemps, dans l'objectif de mesurer très précisément son transit. C'est une mission unique, en tout cas
pour la Suisse parce que c'est la première mission spatiale que la Suisse a menée en fait comme ce qu'on appelle prime, donc c'est-à-dire comme premier investigateur. C'était une grande aventure pour moi également. J'étais en Suisse à ce moment-là, de pouvoir mettre en place cette mission, et on l'a pu le faire grâce à la collaboration européenne parce que la Suisse fait partie de l'ESA et elle a établi des partenaires, et un de ces partenaires est l'Autriche, avec lequel il y a une longue collaboration spatiale. Et c'est la raison pour laquelle, cette semaine, on a une rencontre en Autriche, à Graz, parce que c'est notre partenaire autrichien pour cette mission. La base essentielle de cette mission Khéops est votre travail, celui pour lequel vous avez reçu le prix Nobel 2019 avec Michel Mayor, à savoir la première découverte d'une exoplanète. Nous y reviendrons dans un instant, mais avant cela, un tout petit peu de physique stellaire, aussi simple que possible, s'il vous plaît, seulement pour que nous puissions nous faire une idée de ce dont nous parlons ici. Une exoplanète, c'est donc une planète qui tourne autour d'une autre étoile que notre Soleil. Comme je l'ai dit, vous avez pu détecter pour la première fois une telle planète dans les années 1990 et on en connaît aujourd'hui plusieurs milliers. Est-ce que chaque étoile a ses planètes ou, en d'autres termes, que faut-il pour qu'une étoile ait ses propres planètes? Alors c'est une vaste question. En fait, il y a beaucoup d'éléments derrière cette question. La première chose, c'est que en 1995, on a trouvé la première planète autour d'une autre étoile, et ça avait jamais été fait. L'idée que notre système solaire est en fait commun dans la galaxie, c'était une grande question. On a des planètes qui tournent autour de notre étoile. C'est valide de se poser la question, est-ce que les autres étoiles qu'on voit dans le ciel ont des planètes? Donc là, c'était le premier élément. Oui, il existe d'autres planètes autour des autres étoiles. Mais il y a un grand mais derrière cette aventure, c'est que la planète qu'on a trouvée n'a pas d'équivalent dans le système solaire. C'est une planète comme notre planète Jupiter, donc une très grosse planète. Jupiter étant la plus grosse planète du système solaire, 300 fois la masse de la Terre, une planète principalement remplie de gaz, le même gaz qu'il y a dans le Soleil, l'hydrogène. Mais Jupiter se trouve éloignée du Soleil. Elle met plus de 10 ans pour faire son orbite. Elle est 5 fois plus loin que ne l'est la Terre du Soleil. Et nous, on a trouvé un Jupiter, donc la masse de Jupiter, mais elle n'est pas du tout à cette distance. Elle est à une distance qui est 20 fois plus proche que ne l'est la Terre du Soleil. Elle met plus de 4 jours. Plus on est proche du Soleil, plus on tourne vite autour du Soleil. Et ça a été un choc parce que personne s'attendait à ce qu'une telle planète existe. Il s'avère qu'au cours de ces 30 dernières années, on a continué de trouver des planètes qui n'étaient pas exactement les mêmes que celles de notre système solaire. On a, je crois, plus de 6000 planètes maintenant qui sont connues. Et ce qui est étonnant, c'est qu'on n'a pas encore vraiment trouvé de systèmes solaires qui sont identiques aux nôtres. C'est-à-dire une étoile avec une autre Terre ou d'autres Jupiters. On a trouvé des systèmes qui sont tout à fait étonnants. Beaucoup des planètes sont très proches de leur étoile. On a même trouvé des planètes avec des grosses planètes Terre, tellement proches qu'elle est chauffée pour être faite de lave, une surface de lave. On appelle ça des planètes de lave. Et il y a une diversité planétaire qui est complètement stupéfiante, qui n'était pas du tout attendue. Et ça a été la grande leçon de ces 30 ans de découverte. Et c'est la raison pour laquelle on a eu le prix Nobel. On a ouvert notre esprit sur une diversité extraordinaire de planètes. Souvent, on compare cette découverte à le moment où on a compris que la Terre tournait autour du Soleil, ce qu'on appelle la révolution copernicienne. Et on dit, voilà, on a étendu la révolution copernicienne. Donc, pourquoi c'est surprenant? Et là, il faut que je raconte pendant 2 minutes la formation planétaire, oui, si vous voulez. La raison pour laquelle
la première découverte a été un choc et beaucoup des planètes qu'on a trouvées étaient un choc, c'est parce qu'elles sont, pour l'essentiel, très proches de leur étoile. Essentiellement, l'énorme majorité des planètes qu'on a trouvées, elles seraient à l'intérieur de l'orbite de la Terre, donc des orbites beaucoup plus courtes, avec des planètes comme Saturne ou comme 10 fois la masse de la Terre. Donc ça, c'est quelque chose qui était vraiment pas prévu. Et il y a une raison pour laquelle c'était pas prévu, c'est que pour former des grosses planètes, par exemple, il faut une série de mécanismes très particuliers. En gros, c'est comme faire une grosse boule de neige. Il faut agglomérer la matière qui se trouve dans la structure qui tourne autour du Soleil. Quand le Soleil se forme, il reste beaucoup de matériel autour, un peu comme les morceaux qui n'ont pas réussi à tomber dans le Soleil. Et cette matière, elle se structure sous la forme d'un disque. On appelle ça un disque planétaire. Et à l'intérieur de ce disque, la matière se colle progressivement, se rencontre et grossit. Le problème de cette formation, c'est que c'est relativement lent de faire les planètes. Et les planètes géantes ont besoin de se former très rapidement parce que il faut beaucoup de gaz pour les faire grossir. Et le gaz, c'est très instable. Le gaz, à la formation du système solaire, il ne va survivre que quelques millions d'années. Donc il faut un système très très rapide. Et la seule manière dont on a imaginé ça, c'est de partir du principe que si on est suffisamment loin, le gaz est suffisamment froid, et par exemple, le gaz d'eau ou le gaz de monoxyde de carbone devient de la glace. Donc on a énormément de gaz qui est en fait sous la forme de particules solides, s'il se trouve très loin. Donc on fait des boules de neige géantes, en fait. Comment on le connaît un peu des lunes de Jupiter, par exemple? Alors voilà, donc les lunes de Jupiter ont beaucoup de gaz, méthane, gaz carbonique, des choses comme ça, parce que justement, ces gaz-là qui est accumulé dans ces objets. Donc on a ce qu'on appellerait des énormes boules de neige, si on va suffisamment loin, et ces boules de neige vont se rencontrer et vont attirer beaucoup de matière. Donc on forme relativement rapidement des grosses planètes. C'est pour ça qu'on a des grosses planètes comme Jupiter et Saturne éloignées dans notre système solaire. Alors comment se fait-il qu'on ait des grosses planètes proches? Et ça, c'était un mystère jusqu'à ce que les gens réalisent que mais on peut très bien former une planète très loin et l'amener vers le centre de l'étoile. On appelle ça la migration. Donc il y a tout un processus dynamique qui n'avait pas été compris, qui maintenant, on sait, est un processus très important dans la formation planétaire. Il s'avère que la majorité des planètes, en particulier les grosses planètes, vont subir un processus dynamique de migration. Et à ce moment-là, on peut se poser la question inverse. Pourquoi le système solaire est comme il est? Donc on a toujours une sorte de mystère pour comprendre le système solaire qui pourrait être en fait un cas particulier ou on va dire un cas peu fréquent. Parce que la majorité des planètes dans notre système solaire, et ça c'est la conclusion des études de ces 30 dernières années, produit des planètes qui sont beaucoup plus proches de leur étoile. Donc pour répondre à la question, est-ce qu'il y a beaucoup de planètes dans l'univers? Oui. Toutes les étoiles ont probablement des planètes, à un niveau très élevé, mais des planètes comme le système solaire, on ne sait pas encore. Et on sait que c'est pas fréquent. Ça pourrait être quand même quelques pourcents. On a 100 milliards d'étoiles dans la galaxie. 1% sur 100 milliards, on pourrait avoir 1 milliard de systèmes solaires. Quand même. c'est peut-être pas fréquent, mais c'est quand même beaucoup. Je dirais. Je vous ai entendu raconter comment vous avez découvert à l'époque votre première exoplanète au nom évocateur de 51 Pégasi B. C'était dans la première moitié des années 1990, lors de votre thèse de doctorat à l'Université de Genève. Pour simplifier beaucoup ce que vous avez fait, vous avez observé la lumière d'une étoile dans le Pégase, dans la constellation de Pégase, et à un moment donné, vous avez reçu des données de mesure
qui n'était pas explicable avec ce qu'on savait avant. Vous avez mesuré encore, calculé, jusqu'à enfin, vous avez conclu, ça doit être une planète, ça doit être une exoplanète qui passe par cette étoile. Votre directeur de thèse, Michel Mayer, à l'époque n'était pas en Suisse, vous l'avez appelé, lui raconté ce que vous avez trouvé, et si j'ai bien compris, d'abord, il vous a même pas cru. Il est revenu, vous avez retravaillé tous ensemble, et puis, voilà, oui, c'était vrai, c'était une exoplanète. Quoi, à l'époque, l'était tellement difficile d'accepter que ce que vous avez vu, c'était vraiment une exoplanète. Alors, pour comprendre le problème qu'on a dû résoudre, il faut d'abord comprendre qu'est-ce qu'on a mesuré. Donc, on a mesuré le changement de vitesse d'une étoile. Pour mesurer ce changement de vitesse, on utilise une technique qui s'appelle la spectroscopie. On produit un spectre, c'est-à-dire qu'on analyse le détail de la lumière qui vient de l'étoile, et ce spectre va se déplacer en longueur d'onde, donc va changer de couleur, un peu comme on mesure la vitesse des voitures avec l'effet Doppler. C'est le même principe. Donc ça, c'est la mesure. Maintenant, cette mesure, elle est très difficile à faire. On avait un nouvel instrument qui venait juste d'être mis en service. Donc, nouvel instrument, mesure difficile, et on mesure pas la planète, mais on mesure l'étoile. Ça, c'est la première difficulté. Après, Michel était à Hawaï, en fait, et c'est sûr que, je dis pas qu'il m'a pas cru, mais il était sceptique, et à juste titre. Il avait raison d'être sceptique, parce que c'était un nouvel instrument, c'était quelque chose de difficile que l'on faisait, mais surtout, moi, je lui présentais les données en lui disant, c'est une planète qui a la masse de Jupiter, mais qui tourne autour de son étoile en 4 jours. Ça veut dire qu'elle est 20 fois plus proche que la Terre. Et ça, c'était juste impossible à imaginer. Et en fait, il m'a dit, le problème, Didier, c'est que on n'a pas de théorie pour les former. Donc, en fait, on trouve une planète qui est impossible, en fait. Alors ça, c'était le deuxième problème, c'est qu'on avait une planète impossible. Évidemment, la science, elle est faite d'observations, elle n'est pas faite de théorie. Mais quand vous avez une observation qui va contre la théorie, vous savez que ça va être très difficile, vous allez avoir tout le monde contre vous. Et ça, c'était la deuxième grande difficulté. La troisième difficulté, c'est qu'on était dans un sujet qu'on pourrait appeler de sensible. On parlait de planètes autour d'étoiles. C'est un sujet où il y avait eu plusieurs fois des fausses annonces au cours des 50 dernières années. Donc, les gens pouvaient facilement se dire « Ouais, bon, c'est une fausse annonce de plus ». L'autre problème qu'on avait, c'est qu'on allait faire une découverte majeure, mais on était, on va dire, 2 inconnus d'une université relativement bonne, mais c'était pas la NASA, c'était pas Harvard, c'était pas Cambridge. Donc voilà, il y a une sorte de, c'est ridicule quand on y pense, mais c'est comme ça que le monde juge. Il y avait une sorte de scepticisme. Comment ça se fait que ces 2 inconnus fassent une découverte aussi importante? Et vous étiez très jeune à l'époque. Oui, alors ça par contre, l'âge, c'est pas trop un problème parce que souvent les découvertes majeures sont faites par des gens jeunes. Donc c'était pas l'âge, c'était vraiment le fait qu'on n'était pas connus, quoi. Michel n'était pas très connu dans cette thématique des exoplanètes. Pas encore, après. Et puis, après, alors, la difficulté aussi, elle était technique, c'est que on mesure l'étoile, et en fait, on mesure l'atmosphère de l'étoile. Et que on savait que le problème qu'on allait avoir, c'est que les gens n'allaient pas croire qu'on avait vu le mouvement de l'étoile, parce que c'est ça qui détermine qu'il y a une planète, mais les gens allaient nous dire, vous avez mesuré le mouvement de l'atmosphère. Donc, est-ce qu'on pourrait imaginer que l'atmosphère bouge sans que l'étoile bouge? On a des cas d'étoiles qui pulsent, pour lesquels il y a des effets comme ça. Et tous ces problèmes étaient gigantesques. Et quand on a fait l'annonce, évidemment,
tout s'est entremêlé. Donc, il y a des gens qui pensaient que la théorie, elle était quand même trop solide et que ça avait aucun sens. Il y a des gens qui pensaient que c'était l'atmosphère. Il y a des gens qui pensaient que c'était la machine, qu'on avait mal mesuré nos données. Donc, c'était très difficile. Il a fallu beaucoup de patience, d'explications, des nouvelles mesures, des confirmations pour que progressivement, la communauté accepte l'inacceptable, qu'on a des planètes complètement étranges. Et le résultat final qui a terminé les discussions, c'était plus de 4 ans après l'annonce, quand on a vu autour d'une étoile pour laquelle on avait mesuré un signal, encore une fois, de vitesse, on a vu que cette planète était en transit. Donc, il s'est avéré qu'une de ces Jupiter chauds, c'est comme ça qu'on les appelle, hein, ces planètes, était en transit. Et là, c'était indiscutable parce qu'on avait 2 observations complètement différentes qui arrivaient avec la même information. Donc, ça a été la fin des discussions. Mais il a fallu près de 4 ans pour que la communauté accepte ces planètes extraordinaires. Vous avez bien expliqué maintenant qu'il fallait travailler beaucoup scientifiquement après votre découverte. Ce que m'intéresserait aussi, c'est comment vous, Didier Queloz, à l'âge de plus ou moins 30 ans, vous avez senti après avoir fait cette découverte. Où je pense, quand je demande ça, c'est lorsqu'on se lance à l'espace, cela dépasse régulièrement toute notre imagination, au moins pour la plupart des gens, je dirais. Depuis le Big Bang jusqu'à la taille inimaginable d'espace aujourd'hui, des myriades de galaxies, d'étoiles, tout ça. Et on ressent alors, selon sa disposition spirituelle, quelque chose comme de la révérence, de la foi, je sais pas, au fait que sur une planète qui tourne autour d'une étoile, notre Soleil, quelque chose s'est développé qui a, entre autres, donné naissance à un homme nommé Didier Queloz qui, à l'âge de plus ou moins 30 ans, découvre une planète située à 50 années-lumière de la Terre, 50 années-lumière. Vous vous souvenez de ce que vous avez ressenti au moment où vous avez réalisé ce que vous avez découvert? Je m'imagine un mélange, je sais pas, un mélange stupéfiant entre on se sent tout petit et en même temps très grand parce qu'on a cette vue sur l'espace. C'est une question très intéressante. Il y a beaucoup de niveaux différents dans cette question. Si on essaie de revenir dans les moments où il faut m'imaginer à cette époque. On est en 1994. Je vais régulièrement observer, c'est des périodes d'une semaine. On va observer pendant une semaine dans un site qui s'appelle l'Observatoire de Haute-Provence, qui est un site merveilleux dans le sud de la France. Il y a un grand télescope sur lequel il y a un nouvel instrument qui est mon petit bébé, quelque part. C'est moi qui ai travaillé dessus. Je l'ai construit avec d'autres gens. Je me suis occupé de toute l'analyse de données, qui s'appelle Elodie. On commence le programme, on a un peu une centaine d'étoiles à observer. Michel Mayor me donne les clés, il part à Hawaï, il me dit « tu commences le programme ». Moi, je suis tout excité parce que c'est ma dernière année de thèse. Je me dis « bon, je vais démontrer que cet instrument marche parfaitement, qu'il est précis et puis qu'il va jouer un rôle dans l'exploration, la détection de planètes dans le futur ». Michel me dit « tu vas jamais trouver de planète ». J'ai dit « c'est évident ». Je veux dire, on commence le programme. Donc ça, c'est l'état d'esprit dans lequel je suis là-bas. Donc c'est excitant, c'est un peu un challenge. J'ai travaillé beaucoup sur cet instrument. Je suis content de faire ça. En plus, c'est assez magique d'observer le soir comme ça. On est le soir, on observe. C'est technologique, c'est très technique, mais c'est aussi calme. C'est une ambiance un peu, voilà, c'est un peu un mélange on est un peu fatigué. Et voilà que j'observe l'étoile 51 Pégase. Parmi d'autres, j'en ai plusieurs. Et cette étoile se comporte de manière anormale. C'est-à-dire que quand je mesure cette étoile, elle me donne une vitesse, c'est comme ça que je mesure, qui change d'une nuit à l'autre. Et ça, c'est pas possible.
parce qu'une étoile doit conserver la même vitesse. À peu près, il n'y a rien qui doit la faire changer de vitesse. Et à ce moment-là, vous me demandez ce que je pense, je panique. Je me dis, il y a un problème. J'ai fait une erreur. C'est pas possible. 4 ans de thèse, c'est le résultat, et ça marche pas. Donc je me dis, il faut absolument que je trouve le problème. J'en parle pas à Michel. Je dis, c'est mon problème. Je dois maintenant trouver le problème. Et je me bats avec les données, je réobserve, je regarde dans le programme, je change des paramètres. Et je fais ça pendant plusieurs mois, parce qu'on observe pendant une semaine, après on repart, je reviens un mois après, je continue les observations, je fais des calculs, je reviens. Et le problème devient de pire en pire. L'étoile, elle change de vitesse. Et il y a un moment donné, dans ma tête, je me suis dit, il y a peut-être une logique là derrière. Vous étiez seul pendant tout ce temps? Vous n'avez pas discuté avec personne? Mais non, parce que ça aurait été trop embarrassant. C'était mon problème, c'était mon programme, c'était mon bébé, c'était ma thèse. Donc, je voulais pour moi régler le problème seul. Michel était à Hawaï en plus, c'était 12 heures de décalage, il n'y avait pas question de l'appeler, je le laissais tranquille. Il fallait que je résolve le problème. Je savais que les autres étoiles, ça allait, mais celle-là, ça posait problème. Donc, j'ai cherché la logique et au bout d'un moment, je fais ce que tout chercheur fait. Je cherche s'il y a une période, s'il y a une structure, puis je découvre qu'il y a une périodicité. Je regarde ce que je connais sur l'étoile, puis petit à petit, je me dis, mais en fait, peut-être qu'il y a une planète. Et ça, il faut être un jeune chercheur pour imaginer ça, parce que à ce moment-là, j'ai pas vraiment conscience que ça va changer la théorie planétaire. Je me suis dit, pourquoi pas? Peut-être qu'on peut quand même faire une planète. C'est le manque de connaissances, en fait. Et j'arrive à un moment donné où je suis convaincu qu'il y a une solution. Je peux prédire ce que l'instrument va faire. Et c'est là que j'envoie l'information à Michel. Je lui dis, écoute, Michel, j'ai trouvé une étoile. Je pense qu'il y a une planète. Et je lui envoie un fax à l'époque. Parce qu'on n'avait pas on pouvait pas envoyer des images. On pouvait faire des mails, mais on pouvait pas faire d'images. Il me répond comme tout excellent directeur de thèse doit le faire. Oui, peut-être. Donc, il m'a pas dit non, hein. Mais on verra quand je reviens. Des années après, il m'a avoué qu'il y croyait pas. Mais sur le moment, je me suis dit, ah bon, on verra. Donc, on va voir quand il revient. Quand il revient, je lui montre, on travaille sur les données, je lui montre tout ce que j'ai fait et il m'a dit, je dois admettre que je vois pas d'autre explication. Mais alors, on a un gros problème, il me dit, parce que cette planète n'existe pas. Parce que la théorie ne les prédit pas. Alors il existe, mais il n'existe pas. Voilà, il existe par rapport à mes données, mais il n'y a pas de modèle pour les faire. Alors, on a un comportement très sage, je dois dire. On s'est dit, on va mettre cette découverte dans un tiroir, mais on va faire une prédiction. Donc, moi, j'avais une orbite, donc je pouvais prédire la position de cette planète à tout moment. Donc, il s'est dit, maintenant l'étoile est derrière le soleil, donc on peut plus l'observer, il faut attendre qu'elle revienne de l'autre côté, donc c'est au mois de juillet. On va re-observer au mois de juillet, et tu vas prédire la valeur de la vitesse. Je dis, d'accord. Au mois de juillet, on y retourne, ma prédiction, et on l'observe. Première nuit, grand moment, j'ai ma prédiction, la mesure, on attend, et on observe, il faut une demi-heure pour analyser les données. Boum, exactement la valeur. On s'est dit, un coup de chance. On remesure le lendemain, la vitesse devait changer. On remesure, le lendemain, la bonne valeur. Il me dit, ça va dans la bonne direction. Mais bon, ça peut être encore le hasard. Il me dit, il était dur, hein. Il avait raison, parce qu'il savait que ça allait être très difficile, il fallait être critique. Troisième nuit, on continue la prédiction. Bing, exactement la bonne valeur. Alors là, quelqu'un de normal aurait dû se dire, non, mais c'est bon. Je pense qu'on était très suisse, très prudent. On s'est dit, on va encore attendre la 4e nuit. 4e nuit, encore une fois, la valeur. Et là, on s'est dit, c'est vrai. Il y a une planète. Alors, le lendemain, on a fêté avec notre famille qui était aussi là. On a clairette de Die, c'est ce qu'on boit à l'OHP avec gâteau, myrtille. Et on a continué à mesurer. Et puis après, on a commencé à travailler sur l'analyse des données. Donc, tout d'un coup, on avait l'impression
que c'était quelque chose de très excitant parce que la machine marchait, on avait une nouvelle planète et cette planète était différente. On s'est pas posé la question, en tout cas moi je me suis pas posé la question de l'impact de société. C'est venu plus tard, toutes ces choses-là, ça nous a surpris plus tard. On a juste essayé de travailler le mieux possible en sachant qu'il fallait travailler sans erreur parce que si on faisait une erreur, on était foutu. Et pour moi, c'était de terminer avec plaisir et précision mon travail de chercheur et en étant très content que finalement, la machine marchait et puis en plus, on avait une planète, donc mission accomplie. Doctorat accompli. Oui. Pas plus que ça? Mais si. Non, pas plus que ça. Non, parce que pour nous, c'était de la science. C'était un résultat important. C'était de la science. Et moi, je pense que j'ai pas complètement apprécié tout ce qui allait se passer. Peut-être que Michel l'a fait. Pour moi, c'était le travail d'un chercheur. C'était normal. Pour moi, c'était normal. Didier Queloz, vous êtes né à 1966 à Genève. C'était, pour le mettre un peu en perspective de l'homme dans l'espace, c'était 5 ans après que Yuri Gagarin était le premier homme dans l'espace, 3 ans avant que Neil Armstrong posait son pied fameux sur la Lune. Ces 2 événements ont été des jalons qui ont changé pour beaucoup de gens comment nous voyons l'espace, mais aussi comment nous voyons ce que l'humanité peut faire. Quand et comment votre intérêt à vous pour la physique a commencé? Oui, c'est une question intéressante parce que je m'étais jamais posé la question avant que plein de gens me posent la question. Donc, en fait, j'ai réalisé que j'ai une curiosité anormale. Je suis très curieux, mais vraiment très curieux. J'aime résoudre les problèmes, j'aime comprendre les choses. Et ce qui est extraordinaire, c'est que je pense que c'est quelque chose que tous les enfants ont. C'est comme ça qu'on apprend. Mais moi, ça s'est jamais arrêté. Donc j'ai toujours cette curiosité primale qu'a un nouveau-né pour apprendre. C'est comme ça qu'on apprend les choses. Donc moi, je suis vraiment très curieux et ça, c'est ma motivation profonde pour être chercheur. Donc je suis né chercheur parce que j'ai une curiosité exceptionnelle. Maintenant, en plus, j'ai une facilité dans l'abstraction, les mathématiques. Donc ça fait que le langage de la science, c'est les mathématiques. Donc, j'ai de la facilité pour le langage de la science. Comme un peintre, il sait peindre, mais ça suffit pas. Donc, je pense que c'est la curiosité et la capacité d'être extrêmement curieux. Mais quand je dis curieux, je suis curieux sur tout. Je suis curieux, pas forcément de la physique. J'aime l'histoire, j'aime la sociologie, j'aime la psychologie. Je suis très curieux. Je lis énormément. Maintenant, pourquoi j'ai fait de la physique? J'étais tellement curieux que j'étais incapable de choisir ce que je voulais faire. Donc j'ai fait le gymnasium, donc la maturité en Suisse. J'ai fait une orientation plutôt sciences. J'ai eu beaucoup de plaisir. J'étais un bon élève, j'étais pas un élève super doué. Je dirais, ça allait. J'ai eu du plaisir. Et puis j'arrivais à un moment donné, je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire? Et je suis parti en physique parce que j'ai vu que la physique, c'était des études qui menaient à rien. On devient physicien, ça veut dire qu'on sait rien faire. En gros, on apprend un mode de pensée. C'est pas comme on est chimiste, on va faire de la chimie après. Physicien, c'est pas un métier, physicien. C'est une formation générale. Comme on fait les Art and Humanities, on fait du grec, c'est pas pour parler grec, c'est pour le plaisir d'apprendre le grec. Donc la physique, c'est vraiment ça, on apprend à construire cette pensée rationnelle sur la base de notre curiosité. Et vous diriez la même chose aujourd'hui aussi? Parce qu'il y a des gens qui disent, par exemple, que la physique est, d'une manière, l'application de la mathématique.
que c'est la mathématique, cette chose très très abstracte pour soi-même, et la physique a quand même des buts, il y a quand même des choses concrètes à comprendre avec la physique. Alors ça on peut parler de ça. Il y a ces deux branches radicalement différentes, la mathématique et la physique. La mathématique, c'est une branche que moi je qualifierais d'extension de notre conscience et de notre fonctionnement rationnel. Donc la mathématique va inventer des mondes rationnels qui est des créations de notre cerveau, qui auront une application ou qui en auront pas, c'est complètement égal. C'est comme de la poésie, la mathématique. Alors c'est peut-être moins émotionnel que la poésie, mais on raconte des histoires, on essaie de pousser la logique du cerveau et on invente des concepts qu'on formalise du point de vue mathématique. La physique, ça n'a rien à voir. On utilise la mathématique parce qu'elle existe, comme on utilise l'informatique, comme on utilise ces moyens-là. Le but de la physique, c'est comprendre l'univers. On veut comprendre l'univers. On veut comprendre comment ça marche. Pourquoi les choses sont comme ça. Et ça, c'est ce que je dis, cette curiosité. Donc je pense qu'un mathématicien n'a pas besoin d'être curieux. C'est pas un talent que doit avoir un mathématicien. Par contre, un mathématicien doit avoir un talent exceptionnel en termes de créativité de pensée. Donc c'est vraiment deux mondes différents. Il s'avère que la mathématique s'applique très bien à la physique parce qu'on l'utilise, c'est un outil de recherche, parce que c'est un outil de pensée qui nous permet d'aller plus loin que notre pensée naturelle, qui est assez limitée du point de vue, du point de vue pratique. On pourrait prendre la musique aussi, qui est un outil qui va développer nos capacités de sensation, nos capacités de perception également. Pourquoi on fait de la musique? Ben voilà, c'est la même chose. Donc pour moi, c'est deux choses très différentes. C'est un sujet un petit peu différent. Mais pour revenir sur la physique, donc j'ai fait la physique parce que pour moi, c'était une sorte de... Voilà, ça menait à rien, mais en même temps, ça cultivait ma curiosité. Donc j'étais curieux, et j'étais curieux de l'univers. Et puis j'ai adoré, ça a été une sorte de love affair. C'est vraiment ça, c'est une love affair. J'ai eu un plaisir incroyable. Je me rendais compte du potentiel de compréhension, du potentiel d'exploration que ça permettait. Et puis graduellement, il y a des thèmes en physique qui m'ont intéressé plus que d'autres parce qu'ils touchaient à des choses fondamentales. Je me suis éloigné de la physique appliquée. La physique du solide, des choses comme ça m'intéressait pas beaucoup. Par contre, je m'intéressais à la physique des particules ou à l'astrophysique parce que c'était du fondamental, ça touchait à des questions fondamentales. À la fin, je suis parti plutôt en astrophysique pour des raisons très pratiques. Je me voyais mal vivre dans une cave parce que les physiciens des particules, ils sont dans des accélérateurs en général, dans des caves. Alors c'est pas le cas sur tous, il y en a quand même qui font autre chose. Tandis que l'astrophysique, il y a un côté un peu, on va dire glamour, romantique. On est en dehors, on est au sommet des montagnes. Moi j'ai toujours aimé la nature énormément. Donc pour moi l'idée d'être dans l'astrophysique avec des télescopes sur des montagnes, ça me parlait plus. Donc c'est comme ça que je suis parti en astrophysique. Donc en fait, c'est une sorte d'une série de parcours, de choix qu'on va dire de non-choix ou de choix émotionnels qui sont pas vraiment liés à la thématique, mais j'aurais très bien pu et probablement réussi très bien aussi si j'avais fait de la chimie ou de la biochimie ou de la biologie, parce que c'est la curiosité qui est en fait mon dit de travail et mon talent est d'être extrêmement curieux et de pouvoir avoir cette sorte d'esprit qui va tout le temps voir les choses que peut-être d'autres personnes verront moins, ou je le verrai plus vite, ou je le verrai un petit peu mieux. Et c'est comme ça que je suis devenu ce que je suis devenu. Vous avez présenté votre travail au public en 1995 et vous avez rencontré une certaine résistance au début. Vous en avez raconté une certaine. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est peut-être un euphémisme. Presque personne nous a cru. Voilà, personne vous a cru et ça très peu. Pendant plusieurs années. Mais vous avez toujours été convaincu d'avoir raison, si j'ai bien compris. Qu'est-ce qui vous avait aidé pendant ce temps, à part de savoir que vos expériments étaient justes, que vous avez retesté ce que vous aviez fait plusieurs fois? Est-ce qu'il y a une certaine qualité particulière de Didier Queloz qui vous a aidé à cette époque? Est-ce que ça, je sais pas, pourrait être une imperturbabilité, une certaine obstination, ou bien le fait que vous avez eu Michel Mayor avec vous et vous avez fait ça ensemble? Qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui?
C'est une question intéressante. Il y a beaucoup de facteurs, je pense, qui fait que on a pu justement aller de l'avant. La première chose, j'étais pas tout seul. J'étais avec Michel, et avec Michel, on était les deux convaincus. Donc ça aide d'être deux, déjà. On était plus que deux parce que nos données ont été confirmées par d'autres groupes. Donc il y avait quand même un petit groupe de gens qui savaient très bien ce qu'ils faisaient et on arrivait aux mêmes conclusions. Donc on n'était pas seul. Donc ça, c'est déjà un premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'on avait très bien travaillé. On avait vraiment été très critique et on connaissait très très bien nos données. Et probablement beaucoup de gens étaient sceptiques, mais simplement ils n'avaient pas le niveau de connaissance qu'on avait. Donc on avait vraiment un très grand niveau de connaissance de nos données et les gens avaient de la peine à l'apprécier à ce moment-là. Il aurait fallu du temps pour qu'ils comprennent tout ce qu'on a fait. Je pense qu'il a fallu plusieurs années pour que nos papiers soient vraiment bien compris. Ce qui est pas étonnant, hein. On prend d'autres, bon, c'est un autre cadre, mais on prend des grandes théories, par exemple la théorie de la relativité. Quand elle a été exprimée par Einstein, il y a très peu de gens qui l'ont compris. Il a fallu plusieurs autres chercheurs pour arriver à rajouter des éléments, beaucoup d'observations pour que les gens progressivement l'acceptent. Donc, quand il y a des changements importants, en général, le monde scientifique réagit avec beaucoup de scepticisme, ce qui est normal. On n'a pas envie de changer sans arrêt les fondements de la connaissance. Naturellement, on va assez lentement. En général, la science ne fait pas de sauts. Elle fait des progressions assez lentes. On construit sur des choses qu'on connaît. C'est rare qu'on tout d'un coup on fasse quelque chose de nouveau. Bien sûr, ça arrive. Ça développe des nouveaux domaines. Et ça doit arriver. Mais c'est pas courant. Donc, c'est normal qu'il y ait cette réaction. Donc, ça, c'est la partie, je dirais, pour expliquer. Maintenant, il y a une autre partie qui est peut-être liée à ma propre personnalité. Je pense que de par mon éducation, j'ai eu de la chance, j'ai assez confiance en moi. Peut-être trop. Ma femme dirait, j'ai trop, des fois. mais j'ai une bonne confiance en moi de ce que je fais. Donc, en général, je doute pas beaucoup. Je doute suffisamment, mais à un moment donné, j'ai dit, je dois avoir raison. Et donc là, je suis quelqu'un qui a une assez bonne robustesse par rapport à ça. Puis l'autre chose, c'est que dans ma personnalité, je regarde rarement le passé. Je suis beaucoup plus intéressé par le futur, par ce qui arrive, que par ce qu'a le passé. Et ça, c'est quelque chose, je pense, qui m'a beaucoup aidé. Parce que, pour moi, 51 PEG, ça fait partie de mon histoire. Mais très vite, je me suis intéressé à ce qui venait après. Je me suis jamais assis sur la découverte en me disant, oui, j'ai trouvé cette planète, c'est très important. Ça n'avait aucune importance parce que ce qui m'intéressait, c'était la prochaine planète, c'était le prochain instrument, c'était la prochaine idée. Et je suis sans arrêt intéressé par ce qui arrive après. Et ça, c'est lié à un de mes grands défauts. C'est-à-dire? Je m'ennuie assez vite. Et en général, après un certain nombre d'années, j'ai besoin de changer. J'ai besoin de faire quelque chose d'autre parce que je n'ai plus l'excitation. Alors, il y a des domaines, évidemment. Heureusement, je suis avec ma femme depuis plus de 25 ans. Donc, de ce point de vue-là, je me m'ennuie pas de ma femme parce qu'elle est très riche, très intéressante en termes de personnalité. Mais je pense qu'il y a des domaines qui m'ennuient. Et c'est pour ça que j'ai besoin de développer de nouvelles choses. C'est pour ça que maintenant, depuis quelques années, je développe beaucoup d'énergie sur des thème que je faisais pas avant, qui est la question de la vie dans l'univers. On va probablement en reparler. Et que la mission Cheops, en particulier, que j'ai initiée, que j'ai faite avec Willy Benz, maintenant, je ne m'en occupe plus. Alors, je viens avec grand plaisir, parce que j'ai un grand plaisir de voir les travaux que fait Cheops. C'est un peu mon bébé, mais c'est plus moi qui gère la mission. Et je pense que c'est bien parce que j'ai peut-être pas la même énergie maintenant que j'avais au tout début. Donc, c'est ma nature. J'aime faire des choses nouvelles. J'aime aller dans l'inconnu. Et je pense que c'est lié à mon hyper-curiosité. Quand je commence à assouvir ma curiosité, l'intérêt baisse. Donc, j'arrive plus à avoir cette hyper-curiosité qui fait que je fais mieux que les autres. Donc, c'est un défaut, je pense, quelque part. Parce que c'est fatigant pour les gens autour de moi. Je sais. Oui, ça peut être fatigant, mais pour vous, c'est ce que vous faites travailler. Alors, développer. Voilà. C'est pas vraiment un défaut. Bon. L'idée d'un nombre immense de systèmes solaires dans l'univers, avec des planètes qui circulent ces étoiles, ça nous mène
inévitablement à la grande question, est-ce qu'il y a une forme de vie là-bas? Vous avez raconté plus tôt comment vous avez trouvé une exoplanète sans la chercher. C'est-à-dire comment vous avez donc dû d'abord apprendre à quoi il faut prêter attention pour pouvoir détecter une exoplanète. Ici, on fait une analogie là pour la vie dans l'espace. À quoi prêtons l'attention si on cherche la vie dans l'espace? C'est une question difficile. Il y a plusieurs éléments intéressants derrière la question. La première chose, peut-être revenir sur la découverte de 51 PEG. Ce qui à l'époque nous avait beaucoup surpris, c'est que quand on a fait l'annonce, nous, en tant qu'astrophysiciens, on était surtout excités par l'idée que la planète était différente. On s'est dit, ça va remettre en cause la théorie, c'est excitant, on va essayer de comprendre. Mais en fait, pour le public, c'était pas du tout ça, la partie intéressante. Pour le public, c'était, est-ce qu'il y a de la vie sur cette planète? Ils étaient déjà au-delà de nous en associant une planète avec la vie. Et ça, c'est quelque chose de très important à comprendre et que le public avait bien perçu et que nous, on n'avait pas vraiment intégré. Évidemment, la planète, pour nous, il n'y a pas de vie parce qu'elle était beaucoup trop chaude. Mais l'association, elle reste valide. Alors, la raison pour laquelle on associe une planète avec la vie, c'est parce que pour développer de la vie, on doit développer une chimie compliquée qui, à un moment donné, devient vivante. Pour que cette chimie puisse se développer, en général, on estime qu'il y a un nombre minimum de conditions. Il faut, en général, pour qu'il y ait de la chimie, qu'il y ait un solvant, donc que la chimie se fasse dans quelque chose. Un des solvants magiques pour la biochimie, c'est l'eau, par exemple. C'est pas le sol, mais il s'avère qu'il y a beaucoup d'eau dans l'univers, donc ça tombe bien. Pour qu'il y ait de l'eau, il faut qu'elle soit liquide, pour que ça soit un solvant. Pour qu'elle soit liquide, il faut de la pression. Si on n'a pas de pression, elle n'est pas liquide. Elle est soit sous forme de glace, soit sous forme de gaz. Donc il faut de la pression. Donc il faut une atmosphère, parce que l'atmosphère va faire la pression. Donc la question qu'on se pose après, c'est comment doit être cette atmosphère? Qu'est-ce qu'il doit y avoir sur cette planète? Et là, la seule chose qu'on peut faire pour l'instant, c'est simplement de regarder la planète Terre. Parce que c'est la seule planète pour l'instant pour laquelle on a de la vie. Alors on estime qu'il y a un nombre d'éléments chimiques, azote, carbone, phosphore, oxygène, sulfure, qui sont des éléments chimiques fondamentaux pour créer de la vie. Il faut aussi des températures ni trop froides, ni trop chaudes. Et puis il faut une sorte de plusieurs choses qui vont se mettre ensemble pour créer de la vie. Le problème, c'est qu'actuellement, on n'a pas encore résolu le mystère de l'origine de la vie sur Terre. Ce qu'on appelle la vie telle qu'on la connaît. On connaît la vie, on sait comment elle fonctionne, mais on ne sait pas comment partir de rien et faire du vivant. Il y a des progrès qui ont été faits récemment, mais on n'a pas encore réussi à faire ça. Alors la question qu'on peut se poser, c'est que si la vie est comme la vie terrestre, alors, est-ce qu'on pourrait imaginer de détecter des choses dans l'atmosphère qui est comme l'atmosphère terrestre? Donc, on compare avec l'atmosphère terrestre. Alors là, on peut se dire, oui, l'oxygène, par exemple, l'azote, oxygène-azote avec de l'eau, ça, c'est déjà un élément très fort qui nous montre que la vie a développé quelque chose sur la planète, et l'oxygène, c'est un des résultats de la photosynthèse. Donc on peut faire cette réflexion en se disant, comme la vie sur Terre a modifié l'atmosphère de la planète, alors elle va forcément modifier l'atmosphère d'une autre planète. Donc il y a une sorte de comparaison qu'on fait, et on se dit, on va chercher quelque chose de similaire. Donc ça, c'est une approche possible. L'autre approche, c'est de dire, non, en fait, la vie pourrait fonctionner différemment. À ce moment-là, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on doit plutôt se poser la question, comment fonctionne une planète et comment on pourrait détecter une anomalie, un peu comme l'anomalie des vitesses. Donc en gros, pour détecter une anomalie, il faut qu'on ait une très très bonne connaissance de la géophysique de la planète.
sans la vie. Et on va chercher une anomalie. Donc, pour l'instant, on n'a pas des idées très claires, mais on sait qu'il faut qu'on améliore notre connaissance des planètes. C'est un peu ce que fait Khéops. Elle va essayer de mieux caractériser. L'idée, c'est que si on comprend très très bien une planète, on sera capable de voir une anomalie. Et on le fait déjà dans le système solaire. Pourquoi on va sur Mars? Parce qu'on sait que sur Mars, donc il y a eu de l'eau. Et qu'est-ce qu'on va chercher sur Mars? On va chercher une anomalie. Et récemment, il y a eu une annonce qu'ils ont vu sur une structure rocheuse une anomalie qui devrait pas arriver sans la vie. Alors, on n'est pas complètement sûr si vraiment c'est la vie ou est-ce que c'est vraiment une anomalie ou est-ce que c'est quelque chose qui pourrait arriver aussi par de la minéralogie. Et c'est comme ça qu'on va détecter de la vie sur une autre planète. C'est un problème difficile. Peut-être qu'on n'aura jamais une réponse 100% sûre, mais on a le potentiel d'observer des milliers de planètes et d'avoir une comparaison. Et peut-être qu'il y a quelques planètes qui vont être tellement anormales, on va se dire non, là, il doit y avoir de la vie. Et c'est vraiment de cette manière dont on va fonctionner. Ça va prendre du temps, ça va prendre des centaines d'années probablement, mais c'est possible. Sous-jacente à cela, ce que vous venez de dire, il y a la question: qu'est-ce que c'est la vie? La définition de la vie, c'est quelque chose qui n'est même pas entièrement répondu ici sur la Terre pour la vie telle que nous la connaissons sur Terre. En biologie, on s'est mis d'accord sur quelques caractéristiques qui quelque chose doit avoir pour être reçu comme vivant. On parle par exemple des propriétés telles que l'organisation, c'est-à-dire un corps clos avec un intérieur et extérieur, le métabolisme, la croissance, la reproduction ou la irritabilité par l'environnement. Ce sont toutes des descriptions de la vie telle que nous la connaissons sur la Terre. Dans quelle mesure cette définition de la vie, basée sur les caractéristiques terrestres, est-elle utile quand on cherche de la vie dehors? Alors, en fait, il existe plusieurs définitions de la vie en fonction de la manière dont on l'approche. Vous avez pris l'exemple de la biologie. Les biologistes ont une définition très stricte de la vie. En gros, s'ils n'arrivent pas à faire croître, à faire vivre ce qu'ils prennent, ils savent pas ce que c'est. Bien que le fait qu'elle peut avoir des structures qui ont de l'ADN, qui ont toutes les caractéristiques du vivant, et souvent ils appellent ça la matière noire de la biologie parce qu'ils n'arrivent pas à les faire croître. Donc c'est très extrême comme définition. La NASA a développé on va dire une définition de travail pour l'aider en fait dans la définition des instruments. C'était de dire c'est un processus chimique, donc on parle de chimie, qui doit être capable d'évolution. Donc voilà. Donc il y a plusieurs critères, mais en gros c'est ça. Donc c'est comme ça que la NASA elle part de alors évidemment c'est pas très pratique de fait. Donc on arrive plutôt à des définitions plus pratiques. Pour quelqu'un qui fait des sciences de la Terre, en gros, il faut que ça laisse une trace chimique. Donc, on peut imaginer, ça sera une anomalie chimique qui peut être vue. Alors, bon, on peut imaginer un fossile. Ça, c'est une anomalie minérale majeure. On voit un morceau. On peut imaginer quelque chose de plus subtil qui serait lié à des isotopes, donc à un rapport en prenant un élément chimique et on va regarder le détail isotopique, donc ça veut dire la quantité de neutrons que l'élément a. Donc ça, c'est un élément. Pour les astrophysiciens, la situation, elle est très claire. On va observer les atmosphères des planètes. Donc, c'est quelque chose qui va modifier l'atmosphère de la planète. Vous voyez? Donc, c'est des définitions de travail. Ce qu'on va chercher, c'est quelque chose qu'on peut quelque part rapporter d'une certaine manière à la vie qu'on connaît, avec les limitations qui sont liées à la vie qu'on connaît. Maintenant, il faut pas croire que ces définitions sont finales. Elles vont évoluer. Demain, il va y avoir des équipes qui vont réussir à faire de la vie dans des laboratoires. Ça paraît incroyable, mais on reproduit le Soleil depuis maintenant plus de 60 ans. Malheureusement, on a des bombes thermonucléaires, mais on a la capacité de reproduire le Soleil. On a une compréhension de la mécanique quantique, de la structure de l'atome qui nous permet de reproduire
le soleil. On a compris le mécanique de reproduction et d'évolution de la vie. Donc, un jour, on arrivera à comprendre comment on part de morceaux de chimie comme un cuisinier qui fait à manger, puis on va faire une Zarer-Torte après. Hein, ça paraît magique quand on y pense. Vous partez d'ingrédients, puis vous arrivez avec une Zarer-Torte. Donc, c'est fantastique. C'est la même chose. Donc, un jour, on va comprendre ça. Puis après, en comprenant ça, on va pouvoir jouer avec ça. On va pouvoir peut-être fabriquer de la vie différente. On fabrique des robots, on a de l'intelligence artificielle actuellement. Pourquoi on n'arriverait pas à faire de la vie, recréer d'une vie différente? Donc, c'est qu'un problème de connaissance des lois de la physique qui s'appliquent à l'univers. Le fait que l'univers naturellement produise un type de choses ne veut pas forcément dire qu'on peut pas en produire d'autres. Ben voilà. Donc, qui sait l'exploration qu'on pourrait avoir? Et peut-être qu'on va se rendre compte qu'il y a plein de manières de faire des choses vivantes, ou pas. Peut-être qu'il y a effectivement qu'une seule manière qui fonctionne, ou alors ça dépend très très étroitement des conditions de la planète. Et ça, c'est possible qu'en changeant la planète, on doit changer le mécanisme du vivant pour permettre quelque chose qui survit. Parce qu'il suffit pas d'être vivant, il faut survivre et se propager. Et pour ça, à ce titre-là, la vie sur Terre, elle a quand même admirablement bien réussi. Avec ça, on arrive à ce que vous faites maintenant, depuis les derniers 4 ans. Didier Queloz, vous étiez professeur à l'Université de Genève. Depuis 2013, vous étiez professeur à Cambridge. Et depuis 2021, vous avez également une chaire à l'ETH Zurich, où vous dirigez un centre de recherche sur l'origine de la vie dans tous ses aspects. Déjà, l'origine de la vie sur Terre est bien sûr une question, comme vous avez dit, ancienne et intensément étudiée. Charles Darwin, par exemple, dans son Origine des espèces, qui, contrairement à ce qu'on peut croire, ne dit presque rien sur la transition du non-vivant au vivant, a seulement supposé que cela s'est peut-être produit dans un moment donné, dans un petit étang chaud. Oui, le Darwin Pond. Oui. Un petit étang chaud. Ouais, un petit étang chaud. Maintenant, il existe des théories qui rendent au moins possible ce petit étang chaud. Oui, il existe des théories qui parlent des interfaces entre l'eau et les roches sur la Terre ancienne. Il y a des théories qui parlent des hydrothermal vents, les hydrothermales chaudes, sources hydrothermales chaudes. Donc il y a plusieurs théories. Il y a aussi plusieurs théories comment exactement la chimie marchait. Dans tous ces endroits ou dans tous ces perspectives duquel on voit à cette origine de la vie, comment votre centre à Zurich s'inscrit-il dans cette grande quête pour la une des dernières questions? Ok. Bon, d'abord, juste pour préciser, il n'y a aucune théorie qui marche. C'est pas des théories. Il y a des idées et certaines marchent mieux que d'autres, mais on n'a pas encore, comme on dit, craqué le code. On n'a pas encore compris. Quand on comprendra, ce petit jeu de comment ça marche sera résolu. Donc, il y a plusieurs approches, il y a plusieurs idées. Peut-être que c'est une combinaison de ces idées à la fin. C'est un problème compliqué. Voilà, c'est la première idée. Maintenant, la recherche de l'origine de la vie est relativement ancienne. En fait, c'est les biochimistes, les premiers, et en fait, c'est Alfred Eichenmoser à l'ETH à Zurich dans les années 60 qui est le premier à montrer qu'il y a dans la structure de la biochimie du vivant, il y a des choses qui sont pas aléatoires. Il y a une sorte d'ordre, d'organisation, et cette organisation, elle a forcément dû venir à cause d'une série de processus chimiques qui étaient optimum. On sait aussi maintenant que la chimie, il y a ce qu'on appelle les molécules, elles peuvent avoir, comme les mains, on a la main droite et la main gauche, donc on a des molécules qui sont plutôt orientées main droite ou main gauche, mais en fait, la vie n'a qu'une main droite ou qu'une main gauche. Il n'y a pas les deux mains en même temps, donc il y a une sorte de structuration importante. C'est un peu comme un grand édifice qui s'est construit par morceaux avec beaucoup de logique à l'intérieur. Il y a énormément de logique, c'est pas aléatoire. Donc, quelque part, on doit pouvoir comprendre.
Donc il y a cette idée qu'on doit pouvoir comprendre, mais c'est un problème compliqué. La deuxième chose, c'est qu'on a maintenant beaucoup de planètes. Et ces planètes deviennent de plus en plus petites et on commence à avoir des planètes où on se dit la température pourrait être semblable à la Terre. Il pourrait y avoir une atmosphère. Et toutes ces questions nous rapprochent de plus en plus dans des planètes qu'on va qualifier semblables à la Terre. Alors, juste pour clarifier les choses, on n'a jamais trouvé encore une planète comme la Terre. Même vous en avez trouvé une qui était, pour un certain moment... Très proche, mais on n'a pas vraiment encore trouvé quelque chose où on peut dire c'est vraiment une planète semblable à la Terre. Et c'est un peu une obsession, et ça occupe une partie de mon temps actuellement. Donc on a un nouvel instrument qui va bientôt s'installer aux îles Canaries, dont l'objectif, c'est une grande collaboration internationale, c'est de détecter une planète comme la Terre. C'est une grande frustration actuellement que j'ai. Mission accomplie quand j'aurai trouvé une planète comme la Terre. Est-ce que ça veut dire aussi un peu que notre Terre est vraiment tellement unique? J'adorerais répondre à cette question, mais on est incapable de répondre parce que simplement, on n'a pas encore construit des machines et on n'a pas vraiment mis en place des programmes qui permettent de trouver des planètes comme la Terre. Alors, on s'en approche, mais on a trouvé tellement d'autres planètes en même temps que ça nous a beaucoup rempli, ça nous a beaucoup occupé, mais on n'a pas encore vraiment trouvé des planètes comme la Terre. Donc moi je pense pas. Je pense qu'il y en a, je pense qu'il en existe, mais c'est pas des planètes qui sont majoritaires. Donc on est peut-être un petit cas à part. Mais même si on est 1%, comme il y a beaucoup d'étoiles dans la galaxie, il y en a quand même beaucoup. Donc ça c'est pas un problème d'être 1% ici. Donc ce qui s'est passé, c'est que moi je me suis intéressé de plus en plus à cette thématique parce que chaque fois qu'on a une planète qui ressemble un peu à la Terre, et ben tout de suite on commence à écrire, oui, c'est peut-être une planète habitée, peut-être qu'il y a de la vie, on parle de zones habitables, on parle de planètes potentiellement habitées, etc. Donc il y a une sorte d'intérêt de plus en plus fort d'essayer maintenant de construire une histoire autour de ces planètes. Et moi, j'étais frustré parce que j'avais l'impression qu'on disait n'importe quoi. C'est-à-dire que dès qu'on a une planète qui ressemble un peu à la Terre, on est là, oh, voilà. Mais en fait, on sait même pas s'il y a de l'eau, on sait même pas s'il y a une atmosphère, etc. Donc, j'ai décidé que j'allais maintenant passer du temps à essayer de faire avancer ce sujet. Alors, je suis pas le seul. Il y a d'autres chercheurs dans le monde, comme moi, qui ont décidé de passer du temps, dont d'autres prix Nobel, qui eux viennent d'un autre angle. Jack Szostak, c'en est un, qui lui vient de la chimie prébiotique. Donc lui, c'est un biochimiste, lui, il veut trouver l'origine de la vie. Et il y a des progrès qui ont été faits. Donc, on est plusieurs et on s'est dit, on doit maintenant essayer de changer l'approche. Et la raison pour laquelle on doit changer l'approche, c'est qu'on peut pas traiter le problème de manière isolée. Pourquoi? Parce que la chimie prébiotique, donc, qui mène à l'origine de la vie, elle se passe pas dans un laboratoire. Elle se passe sur une planète. Et la chimie d'une planète, elle dépend de la géophysique. Elle dépend, est-ce qu'on a des fleuves, une rivière? Est-ce que c'est au fond des océans? Est-ce que c'est les petits pounds? Est-ce que c'est au sommet des montagnes? Quel est le rôle du rayonnement ultraviolet? Quel est le rôle des volcans? Donc, c'est un problème très compliqué. C'est un problème que les chimistes ne peuvent pas résoudre tout seuls. Ils doivent absolument travailler avec les géophysiciens. Puis les géophysiciens, ils ont qu'une seule planète, c'est la Terre. Ça donne qu'une partie du problème. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour Mars? Qu'est-ce qu'on fait pour Vénus? Qu'est-ce qu'on fait pour les satellites des planètes géantes? Qu'est-ce qu'on fait pour les planètes que trouvent les astrophysiciens? Donc, ils doivent absolument parler avec les gens qui vont justement étudier ces planètes, puis après peut-être comparer avec la Terre ou comparer avec la Terre au début de son histoire. Donc les géophysiciens ont besoin de parler avec les astrophysiciens. Tous ces gens-là doivent parler ensemble parce qu'ils parlent de la même chose, mais de manière différente. Et je donne toujours un exemple, c'est comme une sculpture d'art moderne. Une sculpture d'art moderne, on n'arrive jamais à savoir quand on la regarde d'un côté comment c'est de l'autre côté, parce que il joue avec les profils, il joue avec l'essence, on doit vraiment faire le tour. Donc on est obligé de créer un nouveau type de communauté qui n'a pas l'habitude de travailler ensemble, par la nature de la recherche scientifique, parce qu'elle est par construction très pointue, elle a besoin de gens qui investissent beaucoup de temps sur un domaine très étroit, parce que c'est très difficile, mais on doit aussi pouvoir dialoguer avec les autres. Et malheureusement, les systèmes académiques, en général, sont relativement
cloisonnés. Et en plus, ils sont souvent pas dans les mêmes bâtiments. Donc nous, ce qu'on a fait, je dis nous parce que je suis pas le seul, on essaye de créer des structures qui permettent à des gens, des étudiants, à des professeurs, à des chercheurs de différentes disciplines de se retrouver, de dialoguer et d'avoir des projets communs. Ce qui est encore plus difficile parce qu'en général, financer des projets entre différentes disciplines, c'est quasiment impossible. Donc on crée tout un environnement pour faire progresser la science dans ce domaine-là. Et on a fait des progrès spectaculaires au cours des 15 dernières années parce qu'on a eu des mécènes. On a eu Jim Simon, la Simon Foundation, qui a mis 100 millions il y a 15 ans sur la thématique. C'est comme ça que moi, je suis arrivé dans cette thématique. On a maintenant des financements de différents... On a le Leverhulme Center à Cambridge, donc la fondation Leverhulme. À l'ETH, c'est une vision stratégique de la direction de l'ETH d'investir là-dedans parce que il y a un intérêt par des groupes chimiques. Il y a un grand groupe de géophysique, qui est un des meilleurs groupes du monde à l'ETH. Donc, tout d'un coup, il y a une sorte de prise de conscience. Alors moi, modestement, je mets à disposition mon énergie et ma curiosité pour aider au développement de ces centres. Et c'est ce que je fais. C'est super. Dans quelques années, j'aimerais bien discuter les résultats que vous avez trouvés jusqu'ici. On a mentionné que vous-même avez découvert ou étiez part d'une équipe qui a découvert une planète qui était nommée pour un certain temps deuxième Terre. C'était Kepler 452b. Ouais. C'était le public qui l'a dénominé seconde Terre, mais ça marchait pas. C'est pas une planète comme la Terre. Même si elle aurait été une deuxième Terre, c'est la distance de 1800 années-lumière d'ici le rendrait peu attrayant en tant que planète B. Parce que cette idée de planète B aussi, c'est une... Maintenant, mon français va dormir. Mais en allemand, ça va, je ne vais pas aider la B-Planète. Also, selbst wenn dieser Kepler 452b sich als sowas wie erdähnlich herausgestellt hätte, dann muss man ja sagen, es gibt noch einen Grund, warum sich die Menschen so dafür interessieren, dass sie immer gleich an die zweite Erde denken. Das ist diese Idee eines Planeten B. Die Entfernung von 1800 Lichtjahren zu Kepler 425b macht diese Idee ein bisschen unattraktiv, wenn man dorthin fahren will. Aber es gibt ja Menschen, die ähnliche Ideen für die Kolonisation des Mars haben, zum Beispiel. Da spielen sicher viele Dinge eine Rolle: Abenteuerlust, Forschungsdrang, Macht, Fantasien, aber eben auch diese Idee, dorthin zu übersiedeln, wenn wir es uns hier endgültig so ungemütlich gemacht haben, dass die Menschen nicht leben können mehr. Was halten Sie davon? Was halten Sie von dieser, ich würde ja fast sagen, menschlichen Hybris, aber was halten Sie von dieser menschlichen Idee, wir suchen uns einen Planeten B da draußen, wenn wir es nicht schaffen, auf den genug aufzupassen? Alors, moi, je déteste cette idée, je la trouve dangereuse, parce que elle ne nous fait pas voir les choses comme on doit les voir. D'abord, il y a plusieurs problèmes par rapport à ça. Alors, des problèmes pratiques, puis après, il y a une question plus philosophique, plus générale, ou qu'on pourrait même appeler de politique de la société. Le problème pratique, c'est qu'il est hors de question de quitter le système solaire et de survivre. L'espace, c'est la mort. On est une entité biologique qui n'est pas faite pour quitter la planète Terre. D'ailleurs, la seule manière de le faire, c'est de faire une sorte de sous-marin et puis de se protéger. Le système spatial, les gens sur la Lune, c'est des petits sous-marins. Ils ont tous des petits sous-marins. On ne peut pas vivre en dehors sur une autre planète. C'est juste impossible. Donc ça, il faut déjà bien comprendre ça. Et si vous avez aucune idée de ce que c'est que vivre dans l'espace, je recommande une expérience de 6 mois en Antarctique en hiver. Ce qui est encore la Terre, hein. Ce qui est encore très très sympathique, c'est que moins 70 degrés, il y a que 6 mois d'obscurité, ça va encore. Déjà essayez ça. Puis après on en reparle. Ça c'est la première chose. Maintenant, ça nous fait pas voir les choses de la bonne manière. Je pense qu'on a un très gros problème de comment on gère le pouvoir de la connaissance. La connaissance est quelque chose d'extraordinaire qu'on en a développé, qui est le résultat on va dire, de notre capacité à penser de manière rationnelle le monde et d'aller y chercher des réponses.
Malheureusement, c'est pas quelque chose qui est généralisé dans l'humain. L'humain a également une très grande irrationalité et naturellement, je pense qu'il ne pense pas de manière rationnelle, il pense de manière émotionnelle. Il pense perception, il pense par rapport à ce qu'il ressent et pas par rapport à sa rationalité. Et ça, il y a plein d'explications. Hein. Le cerveau est fainéant, il préfère réagir par rapport à ce qu'il considère comme étant son image mentale plutôt que forcer une nouvelle image mentale. Il y a plein de travaux qui ont été faits par rapport à ce que fait le cerveau. Donc, le problème qu'on a, c'est qu'actuellement, on a ce que moi je qualifie des pouvoirs divins. Mais on a le mauvais pouvoir divin. On a le pouvoir de l'extermination. On a le pouvoir de Zeus avec ses éclairs. Et ce pouvoir, il n'est pas juste théorique. Il est pratiquement réalisable et réalisé. Je dis toujours, le plus grand danger de notre société, c'est nous. Et c'est nous parce qu'on a les moyens maintenant de l'autodestruction. Et je parle pas des massacres qu'il y a eu dans les grands empires. On a massacré des millions de personnes, on l'a fait, on est très fort pour ça. Mais on n'a fait que massacrer 10 millions de personnes. On n'a pas massacré l'intégralité de l'espèce humaine. Maintenant, c'est sûr que s'il y a un conflit thermonucléaire, l'espèce humaine, elle disparaît complètement. Donc en fait, le gros problème, c'est nous. En fait, et je pense que l'idée de la planète B, c'est une distraction, comme on dit. On se dit, on veut pas s'occuper de nos problèmes, on va essayer de faire autre chose ailleurs. Et ça marchera pas. Parce que je pense qu'au rythme actuel, si on continue comme ça, on va pas tenir très longtemps. On n'aura même pas le temps de développer la moindre capacité pour aller jusqu'à Mars, qu'on va s'autodétruire. Donc je pense qu'il faut vraiment qu'on se pose au niveau de nos sociétés des questions très fondamentales qui est liée au fonctionnement du cerveau humain. Et moi, je suis un grand avocat pour mettre beaucoup plus d'argent dans la psychologie sociale pour essayer de comprendre comment on va réussir à contrôler la dangerosité et le côté irrationnel de notre cerveau, qui est une autre partie. Et tout le monde l'a. Et quelque part, c'est aussi utile d'être irrationnel, parce que l'irrationnel nous rend créatifs également. Moi, je dis toujours, le chercheur parfait, c'est le chercheur qui marche sur une ligne, un pied dans l'irrationnel et la folie, et l'autre pied dans le rationnel. Et c'est cette oscillation entre les deux qui fait qu'on est créatif. Si on est trop rationnel, on n'a aucune créativité. Si on est trop irrationnel, on devient dangereux pour nous-mêmes et pour les autres. Donc ça, c'est pour moi ce qui se cache derrière. Donc je n'aime pas l'idée de la planète B, même si on trouve plusieurs planètes, et probablement il y en a qui seront comme la Terre, presque comme la Terre. L'idée d'imaginer qu'on va aller là-bas, elle est dangereuse pour nous-mêmes. Maintenant, il y a une bonne nouvelle, c'est qu'on va probablement s'autodétruire, mais que la vie va survivre. Parce que le fait que notre espèce disparaît ne va pas faire disparaître la vie sur Terre, et peut-être ce sera la chance pour les scorpions de conquérir l'univers. Ça va aider d'autres espèces. Peut-être, oui, bon. Si ça console, je sais pas, mais oui, vous avez raison. Désolé. C'était eine kleine Frage. Eine große Antwort. Ja, das habe ich ein bisschen schon erwartet, muss ich zugeben. Aber von dieser etwas gefährlichen Aussicht möchte ich mit meiner letzten Frage, mit einer persönlichen Frage schließen. Comme nous l'avons dit au début de cette conversation, vous êtes ces jours-là à Graz, entre autres, pour discuter de la mission Cheops de l'ESA. C'est, comme on a dit, un télescope spatial qui envoie des données à la Terre depuis une orbite terrestre pour que les physicists sur la Terre peuvent en savoir quelque chose sur l'espace. Maintenant, depuis des décennies, decades, décennies. C'est un mot très sophistiqué. Depuis plusieurs dizaines d'années, vous faites exactement des calculs comme ça. Vous travaillez avec des données de mesure qui viennent des télescopes. Mais tout ce que vous faites, vous travaillez avec les idées sur votre lieu de travail, sur la Terre. Oui. Didier Queloz, aimeriez-vous
vous-même aller dans l'espace un jour. Si vous aviez l'occasion de participer à un vol spatial habité, est-ce que ça vous intéressait? Et si oui, où voudriez-vous aller? Alors, ça, c'est la question difficile pour moi à répondre parce que si je réponds oui, ma femme divorce. Et si je réponds non, c'est un mensonge. Est-ce que je peux mettre ça à la radio? Oui, elle va rigoler, je pense. Alors, où vous voudriez aller? On le dira pas à votre femme. C'est où vous voudriez aller? Je pense qu'il n'y a pas besoin d'aller dans l'espace pour apprécier la beauté de l'univers. Je pense que tout au chacun apprécie la beauté de l'univers. Il suffit d'observer. Mais d'observer, pas forcément les étoiles. N'est-ce pas merveilleux d'observer la nature, d'observer le miracle de la nature, la diversité animale, d'observer la créativité humaine. Vous allez dans un musée, vous êtes étonné de voir, ou dans une galerie d'art. L'émerveillement devrait être partout. Moi, je dis toujours, l'espèce humaine a reçu un cadeau de l'univers. Et moi, ça me désespère de voir la manière dont on utilise ce cadeau. On a ce cadeau incroyable d'être conscient de l'univers. La conscience. La conscience, c'est un privilège exceptionnel. C'est un privilège avec lequel notre espèce a développé. Elle n'est pas toute seule, elle a toute une histoire derrière. Et cette conscience nous permet d'imaginer des choses, d'être créatifs, et nous permet de refléter sur l'univers et d'essayer de comprendre comment il fonctionne. Mon Dieu, mais c'est un cadeau qui est sidérant, qui est exceptionnel. Et pour moi, c'est ça qui est exceptionnel. Donc moi, je me régale de ça. Ça veut dire, ça peut être en observant la nature, ça peut être en lisant quelque chose, en apprenant quelque chose, en discutant avec quelqu'un, en dialoguant, en me sentant membre de cet univers. Également, en me trouvant dans des sites exceptionnels où on voit la galaxie, une autre galaxie, on voit les étoiles. Ça prend beaucoup de formes, mais on a tous ce talent de ressentir l'univers. On n'a pas besoin de machines. Et toute la beauté de la science, c'est qu'on va projeter cette capacité de rationalisation du cerveau et on va développer des outils qui vont développer cette pensée. Alors, les mathématiques développent la capacité de notre conscience et les physiciens développent des machines pour arriver à voir l'invisible. On voit le Big Bang dans des accélérateurs. On voit le début de l'univers avec des télescopes. On voit comment naît la création, au moment où un spermatozoïde et une ovule viennent ensemble, on voit toute la mitose, on voit la méiose, on voit comment fonctionne c'est incroyable. Et ça, on le verra pas avec nos yeux normaux. C'est parce qu'on a fait des machines. Et ces machines, c'est le résultat de notre capacité à rationaliser, à conscientiser notre pensée. Mon Dieu, quel cadeau! Quel cadeau! Ich frage Sie nur ganz kurz nochmal, weil Sie ja auch gesagt haben, es wäre gelogen zu sagen, Sie würden nicht an so einer bemannten Raumfahrt einmal teilnehmen, wenn ich Sie richtig verstanden habe. Wenn Sie die Möglichkeit hätten, also Raumfahrt ist ja auch mit einer Maschine, logischerweise, oui. Sonst kommt man ja nicht hinauf, aber ginge es, wenn, dann um diesen Blick auf die Erde von außen, von dem man von so vielen Leuten, die zum Beispiel auf der ISS waren, also von so vielen Astronauten hört, das macht noch einmal so ein besonderes Gefühl für die Erde, sie von außerhalb zu sehen. Oder würden Sie ganz weit weg wollen? Würden Sie einen anderen Planeten sehen wollen? Mais on n'a pas besoin d'aller dans l'ISS pour réaliser ça. Moi, je trouve que c'est un gaspillage d'argent incroyable. Il suffit d'aller au bord d'une rivière, aller sur un bord d'un lac. Ça se voit tous les jours. On n'a pas besoin de voir la Terre depuis en haut pour avoir l'impression qu'on est important. On a l'impression tous les jours. C'est une magie ce qui s'observe sur la Terre. Donc, je suis content qu'ils le réalisent et qu'ils le disent. Le problème, c'est quand même une petite minorité de gens qui peuvent faire ça. Et je pense il n'y a pas de raison il n'y a pas de raison de justifier l'ISS simplement pourrait dire « Ah, c'est merveilleux comme on peut voir la Terre ». Donc moi, j'encourage tout le monde de prendre le temps de simplement
de ressentir, parce que c'est quelque chose qu'on fait très bien, sans réfléchir, notre place dans l'univers au sens petit. Ça peut être notre jardin, l'univers. Ça peut aussi être l'univers dans toute sa grandeur, sans essayer forcément de comprendre. Et si vous avez envie de comprendre, ben vous allez encore plus aimer, parce que là, c'est comme, vous voyez un tableau, puis après, vous comprenez le tableau, vous comprenez l'histoire, vous comprenez ce qui se passe. Ça vous donne encore d'autres dimensions derrière. Donc, si vous appréciez ça, soyez curieux, essayez de comprendre un petit peu. Didier Queloz, merci beaucoup. Voilà. Sie hörten Birgit Dahlheimer im Gespräch mit dem Astrophysiker und Nobelpreisträger Didier Queloz. Die Erstausstrahlung der Sendung war im November 2025.